chante aux jeunes filles. Dans ce temps-là, mesdemoiselles, Paris était, comme aujourd'hui, la ville des époux fidèles. On en citait bien 7 ou 8. Les gens naïfs dormaient la nuit, et les bonnes mœurs étaient telles qu'il fallait qu'un père eût conduit sa fille à 3 pièces nouvelles pour qu'elle en sût autant que lui. Comme aujourd'hui, chaque ménage était d'un exemple touchant. Jamais on ne parlait d'argent dans les contrats de mariage. Les maris n'étaient point tenus d'être plus riches que Crésus. Leur moitié était peu coquette. Les 3/4 de leur revenu suffisaient presque à leur toilette. Entre autres détails singuliers, il paraît qu'en ces temps austères, suivant leur goût irrégulier, ces dames avaient des bottiers et ces messieurs des bouquetières. Quant au scandale, on ignorait absolument ce que c'était, car, Dieu merci, pour la constance, Paris est le pays de France qui craint le moins la concurrence. Les rois s'en vont, mais les ramiers nichent toujours aux Tuileries. Leur amour n'a pas de patrie. C'est là, dans les grands marronniers, que ces doux oiseaux familiers, modèles des cœurs réguliers, ont établi leur galerie. Charme étrange des rêveries, à voir ces hôtes printaniers, perdus sous les ombres fleuries. Je songe à tous les amoureux qu'attire ce séjour ombreux, et j'admire la ressemblance de ces oiseaux si gracieux avec certains petits messieurs. Au fond, le plus pigeon des deux n'est pas toujours celui qu'on pense. Quant aux belles, je ne veux pas les comparer à nos palombes, mais ce n'est point, dans tous les cas, le bec qui manque à ces colombes, ni la douceur, ni la beauté, ni même la légèreté. Mais, s'il vous plaît, mesdemoiselles, reprenons pour quelque instant la chronique du bon vieux temps, dont je vous donnais des nouvelles. Alors, toujours comme aujourd'hui, les dévotes, c'était l'usage, se rendaient en pèlerinage autour du lac avant la nuit. C'était dans un bois solitaire et sauvage qu'on appelait bois de Boulogne, et l'on allait y déployer un luxe austère. On voyait là, sous les bouleaux, des créatures angéliques, avec de tout petits chapeaux, en calèche à 4 chevaux, prendre des airs mélancoliques. D'autres n'avaient qu'un 8 ressorts, à 2 chevaux, pas davantage. Et dans ce modeste équipage, abritaient leurs humbles trésors. Même rigueur pour le costume, on poussait la simplicité jusqu'à la sévérité. Je sais bien que c'est la coutume, mais vraiment on allait trop loin. On outrepassait sur ce point la limite des exigences. Jusqu'à 3 fois on remettait la robe neuve qu'on portait, et l'on ne se décolletait jamais, à moins de circonstances très rares, c'est-à-dire bal, concert, réveillon, festival, souper, réception, soirée, conférence, cours, matinée, séance, dîner d'apparat, soir d'italien, soir d'opéra, lunch, punch, raout, etc. À part cela, les élégantes osirent de plus d'un auteur, avec la plus stricte rigueur, s'en tenir aux robes montantes. Et, par un excès de pudeur, dont on retrouve encore la trace, se résignaient de bonne grâce, pour mieux cacher leur cou mignon, à porter d'énormes chignons que leur coiffeur, mis en campagne et chargé de ses soins discrets, leur faisait venir tout exprès de Picardie et de Bretagne. J'ai vu des factures du temps, un chignon du plus grand modèle, bien monté, garanti 4 ans, de la qualité la plus belle, valait de 4 à 500 francs. Mais quelle solide coiffure! Décidément, je vous le jure, c'est un luxe que je comprends que celui de la chevelure. C'était un si bel ornement que les chignons, et puis vraiment, pour une mère de famille, est-il un souci plus charmant que de léguer par testament ses fausses nattes à sa fille? Enfin, pour vous dépeindre mieux cette époque exceptionnelle,
je puis vous apprendre sur elle un détail assez curieux. Suivant le quartier de la Lune, une femme était blonde ou brune et, de la veille au lendemain, changeait sa pâleur en carmin. Car on détestait la paresse, dans cet âge à présent vanté. Vous voyez, sans qu'il y paraisse, que nous n'avons rien inventé. Mais n'importe. En prenant la plume, mon intention n'était point de tant discourir sur ce point. N'y voyez aucune amertume. Si je l'ai fait, c'est qu'au moment de vous commencer mon histoire, il m'est venu subitement un scrupule. Et voici comment. Si vous alliez ne pas y croire, mes deux héros sont bien constants. Un amour que rien ne sépare, cela se voit de notre temps. Mais c'est un exemple bien rare à toute autre époque. Et voilà pourquoi je disais tout cela. Car ce que vous allez entendre, il fallait bien vous l'expliquer, et commencer par vous apprendre que le temps dont je veux parler ressemble au nôtre à s'y tromper. Dès lors, ce que je vais conter n'a plus rien qui doive surprendre. Et je commence. Les savants, qui font bailler de pauvres gens et dessécher de pauvres roses, passent pour savoir toutes choses. Eh bien, jugez d'après cela, du niveau de l'académie, je n'en sais pas un qui nous dit comment Léone se trouva à être, à 16 ans, la plus jolie des danseuses de ce temps-là. Pauvre fille de comédie, dont nul n'a raconté la vie, et qui peut-être ensorcela plus d'un immortel qui l'oublie. Mais, au fond, cela n'y fait rien. Le fait n'en est que plus notoire. Et, quant à moi, on peut m'en croire, je ne suis pas historien. Alors donc, mes belles demoiselles, s'il me faut faire le portrait de Léone, je vous dirai que c'est le bruit qui court est vrai. En le regardant, les gazelles, dont chacun vante les 12 yeux, se dépiter à qui mieux, de voir qu'une simple mortelle est osée s'en procurer d'eux, dessinés d'après leur modèle. Avec ces yeux-là, vous pensez que des cils bruns retroussés devaient aller le mieux du monde. Les cheveux noirs abondants montraient, sous leur flot imprudent, l'oreille vierge de pendant. Ajoutez que, sans être blonde, elle avait, comme un filia, pâleur d'un camélia, qu'elle était petite et mitine, avec de certains airs d'auteur et des sourires enchanteurs, qu'elle avait la main blanche et fine, le pied perdu dans la bottine, et que sa lèvre de rubis, constamment mouillée et vermeille, au milieu de ses tons pâlis, rougissait comme une groseille, tombée au beau milieu d'un lys. Pour compléter le paysage, sachez encore que son corsage renfermait une arme de prix. De plus, ainsi que c'est l'usage dans les théâtres de Paris, étant jolie, elle était sage. Ainsi fut et non autrement l'héroïne de ce roman, qui n'eut jamais qu'un seul amant. Ce qui lui manquait, à vrai dire, ce n'était pas les amoureux. Vous savez qu'avec un sourire, on n'en a plus qu'on en désire. Et son sourire en valait deux. Mais, bien qu'on fît queue à sa porte, tous ceux qui lui faisaient la cour, on était pour leurs frais d'amour. La chronique du temps rapporte que Léone, en les égarant, avec son sourire enivrant, les tenait tous au même rang. Hélas, la vertu d'une fille est comme le pur diamant. Glacier s'émousse vainement pour mordre les cailloux qui brillent. Rien ne l'entame. Seulement, s'il tombe, adieu le diamant. Quand on est vierge et qu'on est belle, surtout à l'âge de l'appel, à l'amour on est peu rebelle.
vierge et danseuse, par ma foi, c'était un vrai gibier de roi. Et, chose rare et curieuse, bien que lui, au gré de son cœur, à choisir plus d'un grand seigneur, ce ne fut pas un tel acteur qui rendit Léon amoureuse. Parmi tous les beaux jeunes gens qui se faisaient les assiégeants de cette belle créature, il en était un qu'on nommait Patrice, et qui se renommait par plus d'une étrange aventure. C'était un charmant cavalier, très digne d'avoir pour collier les plus jolis bras de la terre. Et, comme il ne lui manquait rien, le ciel, qui lui voulait du bien, ne savait plus trop comment faire. Dieu, par un fait sans précédent, l'avait fait noble, en même temps, de cœur, de race et de visage. Il pouvait avoir 27 ans, et pour attendre le printemps, il menait très grand équipage. En somme, c'était un dandy, mais, comme la chanson le dit, il était franc, fier et hardi. Mes chères lectrices, j'hésite à continuer mon chemin. Si vous ne me tendez la main, je n'irai jamais assez vite. J'ai eu un peu de mon ennui. Je veux peindre une belle nuit et je ne sais comment la rendre, car c'est un sujet bien usé, dont tant d'auteurs ont abusé, qu'on ne sait plus comment s'y prendre. Certes, si j'étais écrivain, je ne chercherais pas en vain, la chose serait bientôt faite. Je prendrai le premier poète qui me tomberait sous la main, et je vous parlerai des voiles, de la nuit, et puis des étoiles, et puis du lac aux flots d'argent, où se mire Phébé la blonde, qui se penche vers l'eau profonde, et puis des bois, et puis du vent, du rossignol dans la vallée, de la vieille tour isolée, des étoiles d'or ou de feu, de l'herbe verte, du ciel bleu, des bouleaux que la lune argente, et surtout, chose très urgente, du poète à la lyre d'or, âme dans l'idéal rêvi, pleurant devant ce beau décor qu'il n'a jamais vu de sa vie. Car c'est un fait bien constaté que 3000 auteurs ont chanté, juste la même nuit d'été, sans qu'elle ait jamais existé. Aussi, quel morceau bien traité. Dans le monde des élégies, l'hiver est beaucoup moins gâté. Époque fraîche où les génies, pour réparer leurs insomnies, ne perdent pas à rimailler le temps qu'on doit à l'oreiller. Et le fait, mademoiselle, que dans notre calendrier, les nuits ne sont pas toujours belles, aux alentours de février. C'est pourquoi je suis fort à plaindre, car la nuit qu'il me faut dépeindre se trouve au plein cœur de janvier. Figurez-vous donc la nuit brune, un vent très sec, un ciel très noir, dans ce ciel pas la moindre lune, un horizon à n'y rien voir. Le givre dessèche la terre, la grande route solitaire s'allonge en ruban déroulé. Sur la route déserte et blanche, légère comme un char ailé, rapide comme une avalanche, une berline au grand galop. L'hirondelle qui rase l'eau va moins gaiement que ma berline, dont le postillon bien payé, c'est-à-dire bien éveillé, pour se donner meilleure mine, à tous les échos d'alentour, fait claquer son fouet comme un sourd. Dans la berline est une fille, au front tout rose de pudeur, qu'un flot de fourrure entortille, mourante d'amour ou de peur. Elle est dans les bras d'un jeune homme. Si vous croyez qu'ils font un somme, c'est que vous connaissez bien mal le cœur humain en général. Les baisers volent sur la route. L'amour conduit les voyageurs. Pour la fillette, je redoute autre chose que les voleurs. Les chevaux vont comme le diable. La nuit est noire comme un four. Le voyage a l'air agréable. Donc, beau postillon d'amour. Mais je ne sais à quoi je pense d'aller vous raconter cela. S'il en est encore défense de lire ce chapitre-là. C'est une affaire scandaleuse
comme on n'en voit plus à Paris. Vous devez la trouver affreuse. Je suis bien de votre avis. En vérité, c'est une histoire pleine d'une atrocité noire. Pourtant ce fut dans cet état qu'un beau soir Patrice emporta son amante Léonita. Oh vous, pour qui j'écris ces lignes, et qui peut-être les lirez, bien qu'elles ne soient pas très dignes de l'honneur que vous leur ferez. Vous, les belles filles de France, vous, l'orgueil d'un ciel enchanté, vous, le sourire et l'espérance, vous, la jeunesse et la beauté. Oh vous, et qui sourit l'aurore, et qui tous les bras sont ouverts, qui ne connaissez pas encore vos printemps avec vos hivers. Vous, les vierges, vous, les charmeuses, dont le cœur, pur et hardi, a des langueurs mystérieuses dans un corps jeune comme lui. Vous, pour qui la coupe est remplie, et qui vous sentez dégoûté, presque autant de peur que d'envie. Vous qui faites aimer la vie, vous qui la faites redouter. Vous, pour qui les vieillards moroses ont des regards pleins de regrets. Vous, pour qui les roses sont roses et les bleus bleus tout exprès. Vous, pour qui chantent les poètes, pour qui les étoiles sont faites et brillent dans l'azur des soirs. Vous, pour qui les perles sont rondes. Oh, vous, les brunes et les blondes. Vous, les yeux bleus et les yeux noirs. Si vous avez, par aventure, daigné me suivre jusqu'ici, laissez-la, je vous en conjure, laissez-la ce triste récit dont j'ai commencé la peinture, car un destin malencontreux réserve à nos deux amoureux un dénouement des plus affreux. Adieu le rêve, adieu l'ivresse, adieu l'amour et la tendresse, et les frais soupirs éperdus. Adieu le bal et ses délires, et les parfums et le sourire. Adieu tous les bonheurs perdus. Chevaux, postillons et berlines, qui, sur le flanc de la colline, descendiez si légèrement. Aux grelots aux notes joyeuses, durant les nuits silencieuses, n'effraieront plus l'écho dormant. Sur le grand chemin solitaire, vous n'écaillerez plus la terre, que durcit le givre argentin. Tout ce passé que je soulève s'est évanoui comme un rêve au premier rayon du matin. Oh gaieté, reste ensevelie, mon âme est désormais emplie d'une sombre mélancolie. Je suis si triste que vraiment, je ne sais plus du tout comment je vais reprendre mon roman. Et malgré mon regret sincère, je commence à m'apercevoir que le dramatique et le noir ne sont pas du tout mon affaire. Mais puisque j'ai, sans m'en douter, commencé de vous raconter une histoire des plus touchantes, quoi qu'il puisse m'en advenir, je vais tâcher de la finir, en vous priant d'être indulgente. Si vous aviez quelque amitié pour le héros et l'héroïne de ce roman très détaillé, j'en appelle à votre pitié, car leur bonheur s'est effeuillé, ainsi qu'un bouquet d'églantines. La plume hésite à retracer le récit d'aussi triste chose. Hélas, quittez vos habits roses. Hélas, vos beaux yeux vont pleurer. Donc, autrefois, c'était l'usage, pour peu qu'on se fût épousé et que l'on fût civilisé. Il fallait partir en voyage,
le soir même du mariage. On n'a jamais bien su comment et pourquoi vint cette méthode, mais sachez que c'était la mode et que vous-même, assurément, n'eussiez pas fait différemment. Car, suivant un vieil axiome, la mode était, dans le royaume, aussi puissante que le roi, et, pas plus tôt la noce faite, on se fut fait couper la tête plutôt que de rester chez soi. Le départ était une rage. On n'épousait pas sans partir. En raison de votre grand âge, vous devez vous en souvenir. Or, voyez si la destinée est malignement enchaînée. Un sourire amène des pleurs. Cette mode qui vous étonne fut pour Patrice et pour Léon la source de tous les malheurs. À vous dire le vrai, je doute, s'ils étaient mariés ou non. Ils suivaient bien la même route, mais ce n'est pas une raison. Je n'ai vu ni monsieur le maire, ni le curé, ni le notaire, ni les voitures d'apparat, ni le moindre bout de contrat, ni tuteur, ni père, ni mère, ni parents, ni gens, ni témoins. Mais enfin, j'ai vu les conjoints, et pour moi, je les considère comme bien et dûment unis, mariés, prêchés et bénis par tous les abbés de la terre. Dans tous les cas, je crois qu'on peut dire qu'il s'en fallait de peu, car dès le soir, ils s'en allèrent, et 8 jours après, s'embarquèrent, ce qui, pour ce temps-là, dit-on, était le suprême bon ton. S'ils voulaient aller en Turquie, ou dans l'île de Bornéo, ou simplement en Italie, c'est ce que je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est qu'un navire s'est perdu vers le lendemain, qu'un pêcheur, pas napolitain, mais c'est tout ce que j'en puis dire, au bord du rivage trouva, pâle et blanche, Léonita, comme une madone de cire. Elle était sur le sable fin, sous le gai soleil du matin, qui riait dans sa chevelure. La vague l'effleurait un peu, comme une fille qui ne peut abandonner une parure. L'eau verte et le soleil joyeux mêlaient parmi ses longs cheveux les reflets d'or et d'émeraude, et les flots qui les déroulaient jouaient avec et s'en allaient, comme des enfants pris en fraude. Un sourire presque effacé, dernier vestige du passé, entr'ouvrait sa lèvre pudique, et l'aurore qui rayonnait sur son front pâlissant formait un contraste mélancolique. Sachez pourtant, si vous l'aimez, que ses beaux yeux inanimés n'étaient pas jamais fermés. Léon revint à la vie. Le pêcheur, pas napolitain, qui la trouva sur son chemin, jugea qu'elle était endormie. Ce fut lui qui fut son docteur et qui, chose assez inouïe, fut en même temps son sauveur. Il la prit tout évanouie, l'emporta jusqu'en son réduit et, sans plus de cérémonie, vous la coucha droit dans son lit. Puis il fallait voir le bonhomme, par la chambre allant et venant, et soignant Léon tout comme si c'eût été son propre enfant. Si bien qu'à la fin, au prodige, la belle fille ouvrit les yeux et dit, en voyant ce bon vieux, les mots sacramentels. Où suis-je? Il la rassura de son mieux, lui dit comme il l'avait trouvée et combien il était joyeux de penser qu'elle était sauvée. Alors elle lui raconta comment elle, Léonita, et son frère et tout l'équipage du navire avaient fait naufrage, qu'elle et son frère avaient pensé se sauver ensemble à la nage et qu'ils avaient bien commencé, mais qu'à la moitié du voyage, les vagues et l'obscurité les firent changer de côté, qu'alors elle s'était perdue, qu'elle était enfin parvenue jusqu'à cette plage, mais là, tout ce qu'elle se rappela, c'est qu'elle perdit connaissance. Puis, comme elle s'inquiétait de son frère qui lui manquait, le bonhomme, comme l'on pense, lui dit, pour la rasséréner, tout ce qu'il put imaginer de plus propre à la circonstance, jurant ces grands dieux qu'on avait, dans un port voisin qu'il nommait, fait le plus complet sauvetage du navire et de l'équipage. Et tout en lui contant cela, près de la belle il mit un plat, puis un verre,
puis une assiette, et je crois même une serviette. Léon avait l'esprit fort gai. Du moment qu'elle l'eut distingué, dans le discours sans queue ni tête, dont le brave homme lui fit fête, que Patrice, de son côté, était lui-même en sûreté, cette charmante créature, sans se désoler plus longtemps, prit en riant son aventure. Et, comme elle avait 17 ans, elle se mit, à belles dents, à dévorer en conscience le déjeuner que, sur son lit, l'excellent homme lui servit dans ses assiettes de faïence. Ce fut ainsi qu'un beau matin, Léon mangea le festin d'un pêcheur, pas napolitain. Un mois plus tard, elle était nonne, et la belle, au fond d'un couvent, pleurait. Que Dieu le lui pardonne, moins sa faute que son amant. Hélas, hélas, ô destinée, à quoi bon l'avoir épargné pour lui rendre des jours amers? N'est-il pas mieux valu pour elle, à travers la nuit éternelle, s'en aller morte au sein des mers? On n'avait sauvé du naufrage ni passagers, ni matelots. Victimes d'une nuit d'orage, tous avaient péri dans les flots. Parmi ceux que la marée haute vint jeter le long de la côte, l'œil éteint, le front blêmi, la pauvre fille n'eut pas même la consolation suprême de reconnaître son ami. C'est en vain qu'on chercha Patrice. La mer avait dû l'engloutir, car on ne put rien découvrir qui de sa mort fut un indice. Léon le pleura très fort. Je crois pourtant qu'on aurait tort de parier qu'elle était veuve. Et moi, si j'étais esprit fort, je ne croirais Patrice mort que lorsque j'en aurais la preuve. Quoi qu'il en soit, à qui voudra, le suivant chapitre apprendra ce que tout ceci deviendra. N'est-ce pas un spectacle étrange de voir deux pauvres amoureux qui, lorsque pour eux tout s'arrange, et dès qu'ils devraient être heureux, se vont justement mettre en tête qu'ils sont séparés par la mort, et se bornent, sans plus d'enquête, à maudire leur triste sort. La chose paraît incroyable, pourtant, vous l'avez deviné, c'est là l'histoire lamentable de notre couple infortuné. À dire la vérité pure, le héros de cette aventure n'était pas mort dans les flots bleus, ainsi que l'on se le figure, mais il n'en valait guère mieux. Tandis que Léon est au cloître, où sa douleur ne fait que croître et embellir en quelques mots, je vais vous dire tous les mots qu'a dû endurer le jeune homme en 3 mois d'un supplice affreux, et par ainsi vous verrez comme les voyages sont dangereux. Durant la nuit de ce naufrage, presque tous avaient péri, comme Léon et son ami tâchaient de gagner le rivage et se dirigeaient à la nage par un chemin fort encombré et surtout fort mal éclairé. On se souvient, sans aucun doute, que Patrice fit fausse route. Il s'était bientôt égaré, si bien qu'au lever de l'aurore, le malheureux, n'en pouvant plus, moitié mourant, moitié perclus, à peine respirant encore, et sur le point de se noyer, fut recueilli
sans connaissance, par un pauvre petit voilier qui longeait les côtes de France. Oh, douloureux rapprochement! Cela se passait justement à l'heure où, loin de son amant, la belle, ignorant son tourment, déjeunait si mignonnement. Le jeune homme, en cette détresse, n'en fut point, comme sa maîtresse, quitte par la peur, car il fit une terrible maladie, qui pensa lui coûter la vie, et le retint 3 mois au lit. Sur ce brave petit navire, il fut soigné, tant bien que mal, du mieux qu'on put. Le principal, c'est qu'il en revint. Mais le pire, ce fut le changement moral qui s'opéra dans sa nature. On ne le vit, dans ces 3 mois, pas sourire une seule fois, et cette funeste aventure, après même qu'il fut guéri, paraissait, à ce qu'on est sûr, l'avoir pour toujours assombré. Il revenait, mais ses idées étaient visiblement changées. Et de plus, le pauvre garçon crut si bien sa maîtresse morte qu'il ne tint en aucune sorte à s'en faire apprendre plus long. Bref, Patrice, au bout d'espérance, le corps vaincu par la souffrance, pleurant son rêve inachevé, aussitôt de retour en France, s'enfuit tout droit se faire abbé. Vous me direz, c'est mal tombé, mais que voulez-vous qu'on y fasse? Les faits sont là que rien n'efface, c'est tantôt pile et tantôt face. Ce qui m'afflige, c'est de voir, comme ce roman tourne au noir, le malheur est de la partie. On se demande, en vérité, quelle fâcheuse sympathie puis donner à chaque partie d'une union bien assortie, se penchant pour la sacristie. C'est comme une fatalité. Mais souffrez que je continue, et bientôt la vérité nue, jusqu'au bout vous sera connue. Voilà donc nos 2 étourdis, perdus, comme on disait jadis, sur le chemin du paradis. Un jour vint qu'ils se rencontrèrent, mais ce ne fut qu'après longtemps. Donc, au bout de 5 ou 6 ans, voici comme ils se retrouvèrent. Tandis que Léon au couvent, moitié priant, moitié rêvant, pleurait comme une madeleine, il arriva que son amant, bien qu'il fût aussi fort en peine, oublia très dévotement, et sa maîtresse et son tourment. Je ne vais pas, comme on peut croire, tâcher d'excuser à vos yeux ce que peut avoir de Dieu une ingratitude aussi noire. Que suis-je? Un pauvre historien qui raconte et n'invente rien. Donc, si ce jeune homme est coupable, ma lectrice pensera bien que je n'en suis pas responsable, et que sa conduite sans nom m'indigne autant que de raison. Patrice était pourtant sincère. Si rien ne l'eût désespéré, jamais il n'eût été curé. Mais enfin, qu'y pouvons-nous faire? Son grand désespoir fut l'affaire de 6 mois. Le pauvre garçon, c'est une justice à lui rendre, dès qu'il fut en religion, sans vouloir d'abord rien entendre, maigrit de la belle façon. S'endormir du soir à l'aurore, sans parler de l'aurore au soir, tout défrisé, broyant du noir, mangeant peu, buvant moins encore, c'était pitié que de le voir. Et c'est justement là le diable. Un jeune abbé si languissant avait trop l'air inconsolable pour ne pas être intéressant. D'autant que, si l'on considère que Patrice fut, en naissant, marquis de par ses pères et mères, et qu'il avait, sans contredit, le pied mince, la mine fière, de la fortune et de l'esprit, on conviendra sans trop de peine
qu'il lui fallait, quoi qu'il advint, faire très vite son chemin dans la Sainte Église romaine. Pour commencer, il eut l'honneur d'être invité chez Monseigneur, lequel était un charmant homme qui le prit en affection, lui donna sa protection et, dès ce jour, le traita comme il l'eût fait d'un fils. En un mot, grâce à lui, notre ami Patrice fut fait prêtre beaucoup plus tôt que ne l'est un simple novice. C'est alors que l'ambition, sans être encore la plus forte, lentement, par gradation, fit sa petite invasion. Dans son cœur, de si belle sorte que sa très chère passion en fut sans bruit mise à la porte. Bref, après un an écoulé, ce pauvre amant si désolé semblait à peu près consolé. Toutefois, je n'oserais dire qu'il n'eût point gardé dans son cœur le souvenir de sa douleur, car, même à travers son sourire, son visage avait conservé je ne sais quoi d'un peu voilé, signe d'une douleur profonde qui lui essayait le mieux du monde. Vous remarquerez en passant, mesdemoiselles, je vous prie, qu'avec cet air intéressant, ce garçon, malgré son envie, ne pouvait pas faire autrement que d'avoir de l'avancement. Or, un certain jour que Patricius en bon latin, avait justement le matin appris, au sortir de l'office, que l'on devait, le lendemain, le nommer évêque romain. Il arriva que la nouvelle de ce rapide avènement fit une sensation telle que ce fut un événement, puisqu'au fond du cloître où Léon, fidèle comme au premier jour, pria le Christ et la Madone de la guérir de son amour. À cette nouvelle imprévue, vous pouvez vous imaginer à quel point elle fut émue et ce qu'elle dut éprouver. D'abord, sans force et sans courage, devant ce fait presque inouï, la pauvre enfant s'évanouit pour être en règle avec l'usage. Mais au bout de quelques instants, lorsqu'elle eut repris connaissance, oubliant toute obéissance et sans attendre plus longtemps, tremblante et pourtant décidée, les yeux baissés, le cœur battant, elle sortit de son couvent par une porte dérobée. À pas furtif et n'emportant qu'un petit miroir avec elle, et tandis qu'elle trottinait tout le long du chemin, la belle furtivement s'y regardait pour voir si celui qu'elle aimait allait encore la trouver belle. Ce point-là seul l'inquiétait. Ah, à cette époque, Léon n'avait pas encore 23 ans, et l'on sait que, pour bien des gens, c'est le bel âge d'une nonne. Mais, que l'on pense ou non comme eux, c'est ainsi que notre amoureuse s'en vint, palpitante et peureuse, chez Monseigneur son amoureux, lequel, il faut bien qu'on le dise, pour se donner, avant la prise, un avant-goût fort délicat des plaisirs de l'épiscopat, avec un sérieux d'église, était en train, pour le moment, de s'admirer complaisamment devant un miroir de Venise, et posait comme il le fallait, du talon jusqu'au collet, dans un bel habit violet. J'affirme, de mémoire d'homme, que jamais miracle accompli n'étonna créature comme sut être étonné notre ami, quand, pareil au lys qui frissonne, sous son voile, dont chaque pli tremblait sur sa blanche personne, il vit apparaître Léon. Le fait est, sans plus d'embarras, qu'ils se jetèrent dans les bras,
l'un de l'autre, et qu'ils s'embrassèrent, de bon cœur, et recommencèrent, tant et si bien que l'évêché lui-même en eût été touché. On se retrouve, on rit, on pleure, on s'aime et le reste n'est rien. C'est charmant. Bref, tout allait bien pendant près d'une demi-heure. Mais, une fois l'émotion du premier moment apaisée, quand la froide réflexion vint, avec sa morale usée, se représenter à l'esprit du futur prélat, il se dit qu'il avait fait une folie, et je crois qu'il s'en repentit. Quoique Léone fût pâlie, elle était encore bien jolie, et Patrice en eût été fou. Mais l'évêché, quand on y pense, a bien aussi son importance, et Patrice y tenait beaucoup. Alors il s'établit une lutte entre sa raison et son cœur, et le jeune homme fut rêveur pendant une bonne minute. Mais son parti fut bientôt pris, et, bien qu'il fût encore épris, l'évêché lui parut sans prix. Ainsi devint-il inflexible, et, quand le malheureux enfant, ne pouvant le croire insensible, le supplia en étouffant, à travers sa pâleur mortelle, avec ses beaux yeux languissants, et sa voix au son caressant, de partir encore avec elle. « Ma chère, je réfléchirai, lui dit Patrice, et je verrai, lorsqu'archevêque je serai. » Devant un semblable langage, voyant son bonheur s'écrouler, Léone sentit s'en aller tout ce qu'elle avait de courage. Et, par un changement subit, grave et muette, elle sortit, l'œil sombre, la démarche lente. Si bien qu'en la voyant ainsi, déchevelée et chancelante, son amant, un pétard, hélas, lui courut après dans l'allée. Mais, l'ayant envers rappelé, pensif, il revint sur ses pas, car elle ne l'entendit pas, tellement elle était troublée. Elle rentra dans son couvent, par la même petite porte qu'elle avait franchie en rêvant quelques heures auparavant. Mais la secousse était trop forte, et ses sœurs ne la virent plus, car, à l'heure de l'Angélus, le soir même on la trouva morte. Patrice, en apprenant cela, se dit « Le bonheur était là », et Derechef se désola. Quelle apparence recueillie offre à l'œil ce parc ténébreux. À voir ces vieux troncs vigoureux, on sent bien la mélancolie d'une antique forêt vieillie, dans le voisinage sacré d'un vaste et puissant prieuré. Ces bois ont un parfum mystique, la vieille cloche au bruit d'airain y trouve un écho sympathique, et, ce lieu désert est empreint d'une tristesse monastique. Ces pins droits et silencieux disposent à la rêverie. Leur ombrage est sombre et pieux, comme pour dire « ici l'on prie ». Et les grands tilleuls tortueux ont, dans leur air majestueux, je ne sais quoi de vertueux, de respectable et d'immobile, qui donne à ce séjour tranquille la solennité des saints lieux. On dirait des religieux, rêvant au néant de la vie. Ce bois triste et mystérieux, c'est le jardin de l'abbaye. Rien n'est changé dans le couvent. Les arbres sont verts comme avant, et les nonnes du monastère, ainsi qu'autrefois, vers le soir, viennent promener et s'asseoir sous leur ombrage solitaire. Pourtant, derrière ce décor, est un jardin plus sombre encore, où jamais la fraîche églantine n'accroche le long des sentiers, aux branches des verts noisetiers, sa tige odorante et mutine.
Là, de vieux arbres en lambeaux protègent les pâles tombeaux contre le vent et la froidure. Ce sont des ifs et des cyprès. La rivière qui passe auprès reflète leur sombre verdure. Là, dans un éternel sommeil, dort plus d'un front jeune et vermeil, plus d'une par la mort blêmie, sous un pin au feuillage épais, dans le silence et dans la paix. C'est là qu'est Léone endormie. Elle dort, le temps passera, et toujours elle dormira sous la pierre, immobile et douce, et de sa divine beauté, hélas, hélas, rien n'est resté qu'une tombe où verdit la mousse. Ce marbre où nul ne doit venir gardera seul le souvenir de cette figure angélique. Et seul, dans les tristes échos, le vent versera son repos d'une plainte mélancolique. Ainsi fut, et non autrement, l'héroïne de ce roman, qui n'ont jamais qu'un seul amant. Et depuis lors le jeune évêque, en proie au chagrin le plus noir, par amour devint archevêque et cardinal de désespoir. Vous qui, d'une mignonne main, feuilletez ces pages légères et qui les oublierez demain, ô vous, lectrice passagère, dont les joues sont de carmin, n'a point de rose mensongère, si jamais vous avez pleuré, si jamais vous avez aimé, si jamais vous avez rêvé, parfois, dans la triste soirée, à l'heure où la lune éplorée viendra par la vitre nacrée, pencher sur nous son front tremblant, plaigner la nonne en voile blanc, par la mort tout ensommeillée, qui repose au sein de l'oubli. Là-bas, parmi l'herbe mouillée, printemps céleste enseveli sous la campagne des feuillets. Le monde est un juge banal. On trouve, en ouvrant un journal, des nouvelles du cardinal. Mais Léone, qui parle d'elle, c'est pourtant un rare modèle qu'une amante à jamais fidèle.